Yes! Salut tout le monde, bon dimanche! Le retour au travail aujourd'hui après un long week-end. Évidemment, on le savait, la semaine passée était une semaine courte avec Thanksgiving américain. Le jeudi, les marchés étaient quand même ouverts le vendredi, mais ce n'est pas des conditions qui sont favorables, ce n'est pas des journées où on veut transiger, même si on a la possibilité de le faire. Donc cette semaine très intéressante qui s'annonce, là, beaucoup de nouvelles économiques. On est évidemment sur des niveaux qui sont assez critiques, évidemment, aussi, là, suite à ce gros rebond-là. Donc, on va prendre le temps de revenir rapidement sur la semaine dernière. On ne passera pas trop de temps là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais justement, si on commence par ce petit retour-là sur la semaine, ben vous voyez, on n'avait pas... évidemment, là, on demeure bullish, ça c'est évident, sur les plus gros time frames. On aurait aimé avoir un certain retracement qui aurait pu peut-être venir visiter cette zone-ci. C'est ce que j'aurais aimé voir personnellement. On le savait, en plus de ça, on était dans une semaine post-OPEX, mais je vous avais mentionné que dans une semaine post-OPEX, lorsqu'il y a 2 journées de congé comme ça change un peu cette fenêtre-là et voire même qu'elle devient un peu plus inexistante. Il reste que on a quand même une certaine force, là, directement lundi matin, là, on parlait premier target, le high de la semaine précédente, par la suite les highs qui étaient ici et ceux ici un peu plus importants. Directement lundi, là, directement à l'ouverture, boum, grosse force qui nous a, sans dire pris par surprise, parce que oui, on est bullish, puis c'est allé rider vers les objectifs, voyons, on est allé chercher target 1 et 2 directement le lundi. Mais honnêtement, étant donné qu'on était lundi dans une semaine courte, généralement, je m'attendais peut-être à un peu plus de sideway que qu'est-ce qu'on a vu. Donc on a continué à grinder lundi, mardi un peu plus faible, mercredi quand même une belle force encore une fois à l'ouverture avant de retracer pratiquement la totalité. Et jeudi c'était fermé, vendredi évidemment là, oui c'était ouvert mais c'est pratiquement rien passé. On a rangé dans un range d'environ 10 points, même pas. J'attire votre attention sur le volume. Tu sais, quand je vous disais là, que si on n'était pas capable, si on n'était pas en mesure d'exploser down à ce moment-ci, qu'est-ce qui risquait d'arriver? C'était un rallye quand même assez important nous amenant vers la fin de l'année. Vous voyez le volume, comment que le volume est en diminution depuis quand même là, le début de ce rallye-là. Tu sais, oui, c'est des monster moves, mais on n'a pas le volume qui se transpose là, comme confirmation. Mais c'est normal de voir ça. C'est un rallye qui est grindé principalement par la force du quad OPEX de décembre, par le fait que la volatilité ne se réalise pas. Et c'est pas une cachette. Je veux dire, on s'en attendait à ça. Est-ce que je m'attendais à ce que ça soit aussi violent, aussi rapidement? Ben, je vous le dis à chaque semaine. Probablement que non. Sauf que c'est pas une surprise de voir où ce qu'on est actuellement. Donc voilà pour un petit retour sur le SP500. Si on regarde maintenant du côté du Nasdaq, sensiblement la même chose. Un peu plus fort à certains moments, un peu plus faible à d'autres moments. On voulait, lui aussi, on aurait préféré voir un certain retracement first, c'est pas ce qu'on a eu. Vous voyez, je vous parlais du gap qu'on laissait en place, on l'avait toujours pas closé over. Qu'est-ce qu'on a fait lundi? On a closé over. Et on n'est jamais revenu en dessous par la suite. On est allé frapper Target qui était là, Target 1 sur la semaine, et on a consolidé directement au-dessus du gap. Pas grand-chose, quelques opportunités ici et là, mais c'est une semaine où j'ai pris 3 transactions dans toute la semaine. Donc c'est ce qu'on s'attendait. Je vous dirais qu'il y a eu des opportunités un peu plus que je m'attendais, mais j'en ai pas nécessairement profité en étant là super défensif de mon côté. Du côté du dollar US, lui aussi, évidemment, a été... c'est la même chose que les indices, là, dans une semaine courte, semaine non favorable. Généralement, il ne fera pas grand-chose. Mais il a quand même été intéressant. Vous voyez, lundi... on a accéléré sur le downside. Rally qui est revenu tester ce void-là ici qu'on avait flippé. Je vous mentionnais là, la semaine passée vouloir surveiller comment on allait sortir de ça. Est-ce qu'on allait bouncer ou est-ce qu'on closait en dessous? Vous voyez, on a closé en dessous. Rally à l'intérieur. Je sais qu'on a weaké, mais on a respecté quand même 50% de ça sur le retest. Et là, on est quand même, je dirais qu'on est en mauvaise posture pour vouloir voir un dollar US qui est bullish pour le moment. Du côté du VIX, pas grande surprise, mais on a quand même breaké le 52 week low, qui est, le VIX est à 12. Écoutez, on continue à se faire crush, donc très intéressant de voir ça. Pas nécessairement de signe de quoi que ce soit là pour le moment, je vous le dis, le VIX, à moins qu'il explose over 20 en comme 2-3 jours, il n'y a vraiment pas grand-chose à s'inquiéter avec ça. Maintenant, si on regarde cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? Parce que je vous ai dit tantôt que j'étais quand même... j'aime le potentiel cette semaine. Là. Premièrement, si on va commencer avec le calendrier économique, voir un peu qu'est-ce qui nous attend cette semaine, ben on a une semaine très chargée. C'est le genre de semaine que j'aime bien parce que oui...
On n'a pas exemple de CPI, Non-Farm Payroll ou FOMC, mais c'est encore mieux parce qu'on a plusieurs nouvelles d'importance qui sont pas critiques. Parce que lorsqu'on a une de ces trois nouvelles-là, ben on le sait qu'on a un impact, pas juste la journée de la nouvelle, mais aussi la journée précédente. Alors que des nouvelles un peu plus importantes, mais sans être critiques, vont nous permettre de framer des trades autour de ces nouvelles-là. Évidemment, la majorité du temps, c'est pas avant, mais après, ça peut devenir intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a lundi? New Home Sales à 10h. C'est pas mal la seule chose qui est importante. Quand même, du côté là, européen, là, Lagarde qui va prendre la parole à 9h. On peut à ce moment-là voir quand même une certaine volatilité, une certaine activité. Les 2-year note auction aussi et 5-year note auction, quelque chose qui a des gros impacts récemment sur les marchés. Pas quelque chose que je parle généralement, mais soyez conscients qu'ils sont là, lundi à 13h. Du côté mardi, qu'est-ce qu'on a? Consumer Confidence. Par la suite, on a beaucoup de Fed speakers. Cette semaine, principalement, là, on a des conférences un peu partout là, du côté de la Fed et on va voir plusieurs membres de la Fed prendre la parole. Donc, soyez conscients de ça. On a Waller et on a Bowman autour de 10h, 11h. Mardi, donc important de ce côté-là. Le GDP américain à 8h30 mercredi. Sinon, c'est pas mal ça. Le Beige Book qui est comme une référence économique, là, voir un petit outlook de qu'est-ce que les dirigeants pensent de la situation économique. Ça apporte une certaine volatilité, c'est pas non plus critique. Du côté jeudi, on a le CPI européen. Des fois, ça peut quand même brasser un peu de notre côté la session overnight. Core PCE, ça c'est très 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 critique. Chiffre d'inflation préféré de la Fed, c'est celui-là qu'on utilise le plus en référence. Oui, le CPI nous plaît plus à nous, mais le PCE est un peu plus important là. D'un point de vue là, structural, si on peut dire. Par la suite, on a évidemment le jobless claim là, hebdomadaire qui va être intéressant, personal spending aussi, donc jeudi assez rempli. Et on a un autre pending home sales à 10h. Donc, c'est une journée qui m'intéresse beaucoup. Jeudi, avec toutes ces nouvelles-là, ça pourrait devenir intéressant. Ça nous amène vendredi, pas grand-chose, mais on a quand même les ISM Manufacturing Employment et Manufacturing PMI. Donc, ça, c'est des nouvelles aussi importantes. Et regardez qui est là. Fed Chair Powell qui prend la parole dans une conférence à 11h. Donc, évidemment, là, c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact. Pourquoi? Parce qu'il va discuter d'économie et des fois des commentaires qui peuvent brasser un peu les marchés. Donc, soyez conscients de ça. Vendredi, là, à 11h. Généralement, c'est plus nécessairement un moment que je transige. Ma semaine est généralement finie avant 11h le vendredi. Mais bon, si quand même, là, vous êtes encore dans le marché, soyez conscients que J-Power prend la parole à 11h. Du côté des earnings, ça l'achève, mais il y a quand même plusieurs banques cette semaine. Par la suite, CrowdStrike, qui est quand même une compagnie qu'on transige à l'occasion. On a Dollar Trees, Foot Locker, Snowflake, un titre qu'on transige aussi, Salesforce également, TD Bank qui est là, et on a BMO vendredi. Donc, plusieurs earnings intéressants. On a aussi RBC, là. Plusieurs earnings intéressants sans nécessairement être critiques. Il reste que les banques, quand même, ça peut avoir un certain impact là, selon les guidance, selon les commentaires qui sont faits lors du earning calls. Maintenant, si on regarde pour la préparation de cette semaine du côté technique, du côté des indices, qu'est-ce qui nous intéresse? Avant d'aller côté technique, je vais vous parler un peu, là, vous mettre un peu en contexte de qu'est-ce qui circule beaucoup actuellement, puis comment on peut interpréter ça. Tu sais, en ce moment, là, le monde parle de que ça fait pas de sens, le rallye, que les puts sont, ben en fait c'est vrai, là, les puts sont à des niveaux plus cheap encore, tu sais, ça coûte moins cher acheter des puts que, les puts sont le moins cher depuis 2020, on sait qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Évidemment, ce n'est jamais sain de voir ce genre de mouvement-là, et qu'est-ce que je vous répète depuis le début de ce bounce-là, c'est que c'est pas nécessairement sain. La façon de transiger à l'intérieur de ce rallye-là est très différente de ce qu'on a vu depuis, comme je vous dirais, 2 ans. Oui, éventuellement, évidemment, il y a quelques moments, soit sur l'upside ou sur le downside, où on avait ce genre de price action-là. Qu'est-ce que je veux dire par ce genre de price action-là? C'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de rien balancer avant de partir. On n'a pas besoin de liquider beaucoup de choses avant de partir. C'est comme si on était en 2020, 2021, lorsqu'on a amorcé le rallye et que la liquidité n'était pas nécessaire avant de décoller. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Et ça, ce n'est pas sain. C'est pas sain d'avoir ce genre de mouvement-là. De la même façon que ce genre de rallye-là vers la fin n'était pas sain. Donc, là, est-ce que ça veut dire que ça peut pas aller plus haut? Ben honnêtement, je pense que la réponse c'est non. Je pense personnellement qu'on va aller encore plus haut d'ici de la fin de l'année. Il reste encore un beau stretch de minimum 3 semaines.
Par la suite, on tombe dans les fêtes, dans les longs week-ends, les journées de congé, etc. C'est un peu le même effet que, je vous mentionnais la semaine passée, la semaine post-OPEX, où ce que techniquement, c'est une semaine de non-force. Mais lorsque les journées, lorsque c'est fermé, etc., ben, vous n'allez pas voir cette volatilité-là se réaliser, du moins, à moins qu'il y ait un événement, évidemment, je le répète. Mais c'est comme un environnement typique et vraiment optimal pour justement grinder comme ça, on dirait sur du vent. Puis qu'est-ce qui cause cet effet-là? Ben c'est justement le quad OPEX de décembre. L'impact des options, l'impact du marché des options, les flows, etc. C'est ça qui soutiennent ce genre de rallye-là actuellement et qui le rendent quand même complexe à transiger. En fait, je dirais pas qu'il est complexe à transiger, je dirais même que c'est l'inverse. Il est tellement facile à transiger que personnellement, de la façon que je travaille, j'y fais pas nécessairement confiance. Et ça fait en sorte que je n'ai pas mes entrées optimales. Donc, je le vois partir comme anticipé, mais il me donne pas qu'est-ce que je voudrais voir pour avoir confiance à ce mouvement-là. Donc, je suis super prudent, je prends des plus petits morceaux et des fois, je manque des runs. Mais je préfère être comme ça que d'essayer de chasser ce genre d'environnement-là et de m'habituer à ce genre de price action-là qui n'est pas sain. Donc, si ça va un peu moins bien récemment, puis que vous voyez comme, ben voyons, c'est en parabolique, puis mes résultats sont pas nécessairement là, ben écoutez, c'est normal. Je veux dire, c'est normal, parce qu'on n'a pas les genres d'entrées qu'on voudrait. Le marché ne nous donne pas le dip qu'on aurait besoin, ne nous donne pas la confirmation qu'on voudrait. Donc, personnellement, je demeure très, très prudent, même si je crois personnellement qu'on va aller encore plus haut. Si on regarde maintenant du côté technique, qu'est-ce qui nous attend? Ben écoutez, c'est important ici là, de comprendre que les futures, c'est des contrats à terme. Donc, ici, là, B, Adjust for Contract Change, vous pouvez jouer avec ça. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que si vous changez ça, vous voyez, le all-time high n'est pas aussi loin que si vous mettez ça ici. Lorsqu'on le décoche, ça, c'est le vrai all-time high. Si on le coche, c'est le all-time high sur les contrats, avec l'ajustement. Donc, vous voyez quand même, vous devez quand même naviguer avec ça. Pas tout le temps, parce que, vous voyez là, ici, il n'y a pas beaucoup d'impact lorsque les contrats n'ont pas changé récemment. Sauf que quand on revient jouer dans du vieux price action, assurez-vous de cocher et décocher ça et de jouer un peu avec pour savoir, OK, on se situe où réellement. Donc, dans ce cas-là, tu sais, les niveaux que je vais vous montrer, là, premièrement, si on regarde en weekly, le 52 week high qui est ici, il va falloir le décocher pour savoir et où ce niveau-là. Parce que si vous le cochez, vous allez être comme, OK, c'est out of nowhere. Mais lorsqu'on va arriver à ce niveau-là, ça devient quand même très important. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner, là. Compliquez pas les choses, c'est assez simple. On n'a pas besoin de tout le temps faire ça, mais lorsqu'on revient jouer dans du vieux price action, c'est préférable de le faire. Donc, si on regarde maintenant en weekly, ben, je viens de vous mentionner là, le 52 week high avant le contract adjustment, il est là. On a ce 52 week high là avec les contrats ajustés. Du côté du downside, vous voyez, on a ce void là ici qu'on mentionnait lorsqu'on a closé over, c'était une confirmation bullish. Ça demeure une zone que j'aimerais revoir un retracement à l'intérieur. Je doute que ça se passe honnêtement, mais c'est une des raisons pour lesquelles ça fit aussi avec celui-là. Donc vous voyez, 50% de notre void en weekly fit avec le void précédent pour un flip. Donc ça serait vraiment un sweet spot. Honnêtement, je serais surpris qu'on ait la chance d'avoir ce genre de dip-là, mais si jamais il se présente, ben évidemment, encore une fois, à moins que ça soit causé par un événement incroyable, puis que ça soit vraiment un décrochage complet, ça serait vraiment, vraiment, vraiment un sweet spot, à mon humble avis, pour se positionner sur le upside pour une dernière run de peut-être 3-4 semaines d'ici la fin de l'année. Ça, c'est ce que j'aimerais voir. Je doute vraiment beaucoup qu'on va l'avoir. Mais voilà, ça serait mon plan de match. Là. Donc, cette zone-là ici, zone de support potentiel. Si on regarde maintenant du côté du upside, j'aime quand même, évidemment, ça devient le target numéro 1, le double top qui est là. C'est mon objectif cette semaine. Premier target. Si on va down first, je suis très confiant qu'on va là. Si on va up first, ben, j'aimerais qu'on ait un retracement, mais anyway, je vais vouloir transiger vers ce niveau-là. Par la suite, ça nous amène au gap and go qui a amorcé le downside. Ça va être notre target numéro 2, avec le high que je vous ai mentionné ici à 46,34, qui est le 52 week high sur les contrats avant ajustement, et évidemment le high qui est ici. Donc, on a des beaux targets, même très beaux targets sur le upside. Par contre, c'est... J'aimerais vraiment avoir un certain retracement avant. Vous voyez comment que le prix est balancé depuis comme 2 semaines? Tout est balancé. On n'a créé absolument aucun void depuis 2 semaines en daily sur le SP500. Donc ça, c'est pas nécessairement... C'est signe que les opportunités vont être réduites. C'est pas ce genre de price action-là qu'on aime. Et évidemment, c'est juste normal. Je suis pas un fan là, de la façon qu'on laisse toutes les lots. Vous voyez,
toutes des higher lows qu'on a fait depuis comme le 16 novembre. Donc éventuellement, j'aimerais qu'on blow ça et qu'on revienne. Si on est chanceux, comme je vous dis, on pourrait le voir aller jusque-là. Je doute qu'on ait la chance de voir ça. Si c'est le cas, personnellement, c'est vraiment un gros signal pour moi. Mais voilà, ça serait le plan du côté du SP500. On demeure bullish. On aimerait avoir un certain retracement pour pouvoir se positionner sur le upside. Du côté du Nasdaq maintenant, on va faire le même exercice. Si on le met en weekly, vous allez voir que on est proche du 52 week high. Ben encore mieux que ça, on est over le 52 week high si vous jouez avec l'adjusted contract. Donc ça, c'est important. On a déjà take out ce niveau-là. Et le all-time high est à moins de 5%. Donc honnêtement, ça devient de plus en plus un target qui est pertinent à mon humble avis. Et même si tout le monde pense que ça fait pas de sens qu'on est là, ça fait pas de sens qu'on est aussi haut, ça fait pas de sens, blablabla, ben personnellement, tant qu'à avoir revenu aussi haut que ça, j'ai vraiment l'impression que ça devient un target très, très, très réaliste d'ici la fin de l'année. Je vous dirais que la réaction ici, là, qu'on est en train de jouer avec le 52 week high et peut-être lui sur les contrats ajustés, va quand même être importante parce que ce serait pas impossible qu'on n'ait pas besoin de faire un new all-time high. Personnellement, je pense qu'on va le faire, mais je vous dis pas que ce serait une nécessité. Donc, si jamais on se met à avoir peut-être un certain retracement là, qui est sain, un autre leg up qui va pas nécessairement chercher l'all-time high pourrait quand même être une autre possibilité. Si on regarde en weekly maintenant, ben vous voyez, on peut réajuster ça. C'est en daily, pardon. On va regarder premièrement le void qui a été créé la semaine passée. On avait créé un autre la semaine précédente aussi. Donc, ça devient une zone que j'aimerais voir le marché naviguer vers. C'est aussi le void en daily. Et là, c'est là que je voulais vous montrer ça ici. Vous voyez le void en daily. Ça serait un sweet spot, honnêtement. Juste en dessous du all-time high. Je vous dirais que c'est la dernière ligne de défense. Si vous pensez qu'on n'ira pas faire de new all-time high, il faut absolument qu'on rejette dans cette zone-là. Si on close over, c'est direction all-time high dans les jours / semaines suivant ce break-là. Et ça, c'est mon humble avis, évidemment, mais c'est la façon que je vais gager ça. Donc, si on break le swing high qui est ici et qu'on reject, il faut vraiment qu'on reject de façon violente, sinon, ça pourrait juste être un autre leg up. À l'inverse, si on close over, c'est direction all-time high, à mon avis. Donc, voilà pour le Nasdaq. J'aimerais vraiment qu'on vienne tester cette zone-là. Encore une fois, je doute qu'on ait la chance de voir ça. Mais c'est pas impossible, parce que, sérieusement, là, ce genre de price action-là n'est vraiment, mais vraiment pas sain. Vous voyez comme on a juste des higher lows la semaine passée, sans jamais aller liquider quoi que ce soit avant de partir. Ça me fait beaucoup penser au price action comme dans cette zone-là. Vous vous rappelez, là, on a parlé longtemps, ça a été d'ailleurs un méchant gros target lorsqu'on est revenu sur le downside et chercher. Mais vous voyez comme on n'a rien liquidé, on liquidait rien, et là, on est arrivé sur un top. Je ne dis pas qu'on est en train de trouver un top. Au contraire, je pense que ce genre de marché-là, ce genre de price action-là, nous confirme que ce n'est pas sain. Et qu'est-ce que je vous ai mentionné? Qu'est-ce qu'on parlait là, comme très longtemps avant même le début du retracement? Vous pouvez même retourner dans les vieux vidéos, là. Mais les titres des vidéos, souvent, c'était blow-off top. Peut-être un blow-off top qui s'en vient. On avait un genre de blow-off top et ça a causé un retracement quand même d'une dizaine de pourcents, quinzaine de pourcents sur Nasdaq. Personnellement, ce blow-off top-là, oui, était beau, mais il n'y avait pas nécessairement blowé quoi que ce soit. Généralement, un blow-off top, on veut que ça blow les tops. Ça le dit dans le nom. Donc, peut-être une run vers les all-time high dans ce genre de price action-là qui n'est pas sain serait vraiment, vraiment, vraiment un scénario intéressant pour fin janvier 2024, après le quad-opex de décembre, etc. Ça serait vraiment, vraiment une belle fenêtre. Du moins, c'est là qu'on peut s'attendre. Si jamais vous voulez vraiment shorter, personnellement, j'attendrais minimum à ces moments-là. Donc voilà pour le Nasdaq. On va regarder rapidement le dollar US parce que, tu sais, encore une fois, là, c'est bien beau dire... ça fait pas de sens qu'on monte, ça fait pas de sens que ça peut aller plus haut. Ben, je vais vous dire une chose, le dollar US, ça fait beaucoup de sens qu'il aille encore plus bas. Tu sais, autant qu'on aimait, on était super bullish. Lorsqu'on a un break-it-down, on a flippé notre bias. Autant qu'on était bullish sur cette run-là, que la run, je l'ai répété souvent, mais c'est pas une run qui est très, très clean. Donc, on n'a pas créé grand-chose et c'est difficile de dire « Ok, c'est exactement là qu'on va ». Par contre, il y a quand même quelques niveaux à surveiller. Vous voyez les lows qui sont là? Ça, à mon humble avis, il n'y a aucune façon que le dollar US n'aille pas chercher ces lows-là.
Si le dollar US va chercher ces lots-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps qu'on aille là, les indices, on ne verra pas de faiblesse sur les indices. Par la suite, ceux-là sont aussi très importants. Je vous dirais que ceux-là vont être clés. Je ne m'attends pas nécessairement à voir ça cette semaine, mais je m'attends à voir ça cette semaine. Donc ça serait qu'est-ce que je voudrais voir. À partir de là, ça se peut qu'on ait une certaine réaction et qu'on aille retester peut-être le void en weekly. Et vous voyez, la zone bleue, c'est le void en monthly qu'on a flippé. Je peux vous le montrer là. Donc, l'importance des plus gros time frames pour comprendre le bias. Vous voyez la création du void ici, qui techniquement est bullish. Tu veux que ça donne un support. Qu'est-ce qu'on a fait? On a blowé en dessous. Je sais que le mois n'est pas fini. Ce serait surprenant qu'on ferme le mois over, à moins qu'on ait une semaine vraiment, vraiment surprenante, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce void-là ici, qui était initialement un support, devient une résistance et on pourrait voir un retest par la suite. Si vous le regardez en weekly, c'est un peu la même chose. On a aussi créé un void en weekly à l'intérieur de celui-là en monthly, donc on pourrait toujours revenir retester cette zone-là. Mais personnellement, je m'attends vraiment à ce qu'on aille chercher ce lot-là en premier. Par la suite, on verra. Mais vous voyez comment qu'on a, tu sais... En monthly, on ne voyait pas ces rallyes-là, mais 1, 2, 3 jours de rallye parfait à l'intérieur, ici sur l'extérieur du void, et boum, réaction super violente. Donc, c'est important de travailler avec les différents time frames. On jette un coup d'œil du côté des yields, ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Faiblesse importante, c'est évidemment une des raisons pour lesquelles le marché là, est soutenu comme ça. Vous voyez la précision de cette zone-là ici, je pense que c'est en weekly, vous voyez ou peut-être même en monthly. Exact, en monthly. Vous voyez comment il y a le void ici? On va mettre ça. Vous voyez l'entrée du void, fin du void, la précision parfaite. Donc même sur des produits comme, je dirais pas dérivés, mais comme des références, c'est des concepts qui sont pertinents. Et à partir de là, est-ce qu'on peut vraiment se mettre à exploser ou est-ce qu'on est sideways / up dans le but de juste avoir un certain rebond? L'avenir nous le dira, mais évidemment, gardez ça à l'œil. Si on est super bullish, ça va ajouter une pression sur les indices. Si on est super bearish, ça va continuer à les faire flotter comme ils font. Et si on est sideways, ben, ça n'aura pas vraiment d'impact au moment où on se parle. Donc, c'est pas mal ça pour la préparation de la semaine. Vraiment, vraiment excité par la semaine qui nous attend. Il y a quand même quelques titres qui m'intéressent, encore une fois. Je sais, je suis moins actif avec les stocks dans le Discord, un peu moins actif avec les listes de swing. C'est pas que je ne veux pas, c'est juste que je trouve que ça fait pas beaucoup de sens pour moi de swinger certains titres à ces niveaux-là sans avoir eu le retracement. Donc, la run-up n'est pas nécessairement très saine sur plusieurs titres, de la même façon que les indices ne le sont pas. Donc, je préfère être prudent. C'est aussi simple que ça. C'est pas que je veux plus trader les stocks, c'est juste qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Du côté de Tesla, par contre, quand même une belle consolidation de 2 semaines. J'aime le upside encore sur Tesla. Beaucoup de nouvelles au cours du week-end d'ailleurs, encore une fois, entourant Musk et Tesla, etc. Donc ça se pourrait que ça brasse un peu lundi. Surveillez ça. J'aimerais vraiment le voir over peut-être 2,40 pour aller runner vers 2,50. Ça serait un trade que j'aimerais beaucoup voir se mettre en place là, si jamais on peut avoir un peu de force au cours de la semaine. Par la suite, un autre titre qui m'intéresse, Nvidia. Vous savez, la semaine passée, c'était les earnings. On est allé chercher le chiffre 500. Et par la suite, il ne s'est absolument rien passé. Là. Ben, je vais me dire qu'on a quand même retracé de 5-6%, mais sur les earnings, ça a été vraiment, vraiment, vraiment moyen. Je veux dire, tous ceux-là qui avaient des options se sont fait crusher parce que là, Ivy s'est fait vraiment démolir. Donc, qu'est-ce qu'on va surveiller? C'est, honnêtement, je sais que ça fait pas de sens non plus, trader Nvidia à 500$. Mais je trouve pas nécessairement que ça, c'est un top qui me convient. Je trouve que ça ressemble un peu plus à un double top et qu'on va avoir besoin de revisiter cette zone-là. Ça, c'est mon humble avis. Mais personnellement, si on peut me le donner un peu plus bas en début de semaine, évidemment, puis qu'on se fait pas complètement démolir, là, c'est-à-dire des gap and go sur le downside, mais si on peut juste avoir un retracement dans ces zones-là, personnellement, je serais à l'aise de me repositionner long vers une ride vers 500 et plus. Donc, à surveiller là, du côté de Nvidia. AFRM, un titre que ça fait 3 semaines, je vous mentionne. 3 semaines qui nous donnent quand même raison, mais il ne nous a pas encore donné le mouvement qu'on veut. Vous vous rappelez, là, on parle de ce niveau-là comme potentiel breakout. Donc, on est en train de flaguer. Encore une fois, c'est pas le genre de titre que j'achèterais pendant qu'il est déjà up. Je voudrais qu'il donne un genre de fake, peut-être à l'intérieur de ce gap-là, pour snapper par la suite. Mais écoutez, lorsqu'il va breaker, attachez votre sucre, ça risque d'être assez violent. Du côté de Google, maintenant, continue à l'aimer quand même du côté long.
Sérieusement, je me répète, mais regardez comment qu'on fait juste grinder, comment vous voulez vous positionner là-dedans. C'est très difficile, du moins avec le style que j'ai, et c'est pas ce que j'aime faire là-dessus. J'aime ce dip-là ici, honnêtement, vous voyez en weekly, qu'est-ce qu'on a là? On a le petit gap ici qu'on a closé over. Si on pourrait avoir un dip là-dedans pour un retest, en fait, on l'a pratiquement eu vendredi, qui était pas une journée ce que je voulais trader. Et si on peut holder ça au maximum, ça là-dedans, j'aime vraiment le potentiel vers 140 et par la suite 142 et 144, qui est un target un peu plus important là, vers les highs ici. Donc Google, gardez ça à l'œil, quand même intéressant. On termine avec deux titres du même secteur. Roku, qui est sur une monster run. Je l'avais mentionné sur le Gap and Go ici. On a eu un beau pullback, une belle run. Les highs sont toujours pas take-out, donc j'ai toujours de l'intérêt sur le upside. Même chose que les indices, j'aimerais qu'on ait un dip en premier pour se positionner vers un monster move. Est-ce qu'on va avoir la chance de faire ça? Reste à voir. Rien n'empêche non plus de le day trader vers. C'est ça, quand même 2-3% de marge de profit qui est excellent. Et on finit avec Netflix qui est pratiquement là, sa référence. Sérieusement, c'est comme Monster Move, là, c'est toute une run là-dessus. On se rappelle, on a un vieux gap qui traîne ici qu'on avait tenté de fill et là qu'on a droppé. Et là, on revient. À partir du moment où on revient, j'aime le fait qu'on n'ait pas take out ça. C'est la même approche que sur tout ce que je viens de vous dire au cours des 25 dernières minutes. J'aimerais qu'on ait un certain retracement en premier avant de jouer la ride up. Par la suite, surveiller comment on réagit. Est-ce qu'on accélère à l'intérieur du gap ou est-ce qu'on pop et qu'on reverse? Personnellement, je suis pas vraiment intéressé à shorter des pops actuellement. Puis c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis qu'un peu partout, on parle de reversal, on parle de beau niveau pour shorter. Personnellement, je ne suis pas de cet avis-là. Pourquoi? Parce que le bias sur les plus gros time frames est bullish actuellement. Donc, tu sais, ici, là, faut vraiment comprendre ça. Puis, tu sais, exemple, quand on était bearish, quand on avait ce genre de rally-là, je vous disais, on va shorter le pop, on va shorter dans la force pour jouer du downside. Pourquoi? Parce que le bias qu'on avait en weekly, en monthly, était bearish. On savait vers où qu'on allait s'en aller. Ici, si tu short dans la force sur un pop, alors que le bias est bullish, parce que ici, d'où ce que tu arrives là, versus où ce que tu t'en vas, ici n'est pas encore complété. Donc, ça c'est mon humble avis, mais il n'y a pas de raison de vouloir shorter actuellement, à moins vraiment d'avoir un événement qui déclenche quelque chose. Sinon, je continue à penser que les retracements qu'on va voir d'ici la fin de l'année, ça va simplement être des opportunités de se positionner sur le upside, et non pas des opportunités de shorter. Donc voilà, c'était ça pour cette semaine. Belle préparation, je pense que ça fait du sens. Je vous rappelle aujourd'hui, avant-dernière journée pour profiter de la promotion du Black Friday. Slash Cyber Monday, on fait les deux d'un coup. Plus grosse promotion de l'année, jusqu'à plus de 1000$ de rabais sur la formation avec le mentorat. Il y a le Discord aussi qui est à rabais, on paye les taxes sur les formations, etc. Donc, n'hésitez pas à visiter le site web, je vous le dis, c'est le meilleur moment de l'année pour acheter. Janvier, les prix vont augmenter, donc c'est votre chance de saisir cette offre-là et de venir apprendre nos stratégies, notre trading et vraiment venir vous amuser avec nous autres dans le Discord à tous les jours. Donc, je vous souhaite une excellente journée. On se dit bonne semaine à tous et on se revoit dans le Discord cette semaine. Salut tout le monde.